Bonjour à vous, chères créatures. Pour cette deuxième incursion au sein des légendes Yakoutes, je vous propose 3 contes ayant en commun l'immersion dans le quotidien de créatures aussi diverses qu'inquiétantes. Des entités dont l'objectif peut parfois sembler obscur, comme dans les 2 premiers, ou clairement défini, comme dans le 3e. Des créatures qu'il vaut mieux ne pas trouver sur son chemin dès lors qu'on parcourt les étendues de cette contrée qui peut se vanter d'avoir le plus de dangers au kilomètre carré parmi tous ceux qui composent les pays du monde. Vous allez croiser dans les histoires qui vont suivre un homme sans tête, un visage masquant son corps derrière les arbres, et la représentation de la colère de probables divinités yakoutes ayant tendance à faire comprendre à des fautifs maladroits qu'il est bon de ne pas oublier de respecter la nature et les traditions yakoutes. Mais sans plus attendre, prenez des vêtements chauds, chaussez vos bottes, et suivez-moi au plus profond de la Yakoutie qui se situe en plein cœur des territoires de l'autre monde. Yakoutie. Conte 3. L'homme sans tête. Selon la légende, cette histoire s'est déroulée dans un des rayons centraux de Yakoutie. À la fin des années 70, un certain anonyme vivait dans un petit village non loin du centre de son rayon. Il avait à l'époque 10 ans, et s'était lié d'amitié avec le petit garçon des voisins, Vassia. Un jour, il s'est réveillé et, comme à son habitude, il s'est rendu chez son ami pour jouer avec lui. Mais la mère de l'enfant lui a alors dit un truc du genre que Vassia était tombé malade et qu'il ne pouvait donc pas jouer ce jour-là. Notre anonyme est donc rentré chez lui, et le lendemain, sa mère lui a appris que Vassia était mort. D'après ce qu'on lui a raconté par la suite, le jeune garçon avait été pris d'un effroyable mal de tête. Ses parents ont essayé toute la journée de s'occuper de lui avec des remèdes maison, et n'ont envoyé quelqu'un chercher un médecin dans le centre du rayon que le soir venu. Il n'y avait dans le village qu'une médecin qui ne savait s'occuper que des rhumes, et encore avec des herbes médicinales de sa propre production. L'état du garçon était alors déjà devenu critique, et la médecin s'était formellement opposée à ce qu'on le déplace où que ce soit dans une situation pareille. C'est pourquoi le père de Vassia a pris sa Ziguli, une marque de voiture semblable au Lada qu'on pourrait comparer aux 2 chevaux. Ceci afin de ramener rapidement un médecin de la ville sans même attendre qu'une ambulance ne se libère. Ils sont arrivés très tard dans la nuit, tous deux pâles comme la mort. Il s'avère que sur le chemin du retour, alors qu'ils traversaient la forêt à environ 5 km du village, ils ont aperçu dans le rétroviseur, à la lumière de la lune, un homme sans tête courant à une centaine de mètres derrière la Ziguli. Tous deux l'ont vu, aussi bien le père que la médecin. Sur un tel sentier, en plein milieu de la nuit qui plus est, ils n'ont bien évidemment pas réussi à discerner les détails. Mais ils ont tous les deux affirmé qu'il était anormalement grand, même sans sa tête. Sa taille atteignait bien les 2,5 mètres. Le père de Vassia a écrasé l'accélérateur et a eu tôt fait de semer leur effroyable poursuivant. Ayant retrouvé son calme, la médecin a fait une piqûre à Vassia, l'a mis sous perfusion, a ordonné qu'on improvise un brancard avec ce qu'on pouvait trouver et qu'on le transporte en faisant très attention au centre du rayon. Le jeune garçon a rendu l'âme sur le chemin. On raconte qu'arrivé à environ la moitié du chemin, il est revenu à lui pendant un bref instant. Il ne pouvait pas parler, mais il ne cessait de lever sa main droite et de montrer du doigt quelque chose derrière eux. Se souvenant de leur récente vision, les adultes se sont retournés précautionneusement pour regarder la route sombre derrière la voiture, mais n'ont rien aperçu. Le garçon est mort quelques minutes plus tard. Yakoutie, conte 4. Le visage derrière l'arbre. Celle-là, cher anonyme, n'a rien à voir avec une pasta. C'est un truc qui m'arrivait personnellement. Je faisais partie d'un groupe de gars de la même classe. Il y a moyen que ce soit le seul truc réellement chelou de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Après avoir terminé les examens de la 9e classe, ce qui correspond grosso modo à la 3e dans les pays occidentaux, toute la classe a fait une petite escapade à la campagne. L'endroit où nous sommes allés a été choisi par les enseignants. Une petite clairière à environ 15 km de la ville, avec une petite rivière et un petit étang d'eau claire. On s'est bien marré, on a joué au volleyball, on s'est empiffré jusqu'à la gerbe. Certains gars ont picolé la bière qu'ils avaient apportée en cachette. Et le soir, quand il a commencé à faire sombre, nous nous sommes rassemblés autour du feu, et nous avons commencé à nous raconter des histoires effrayantes. Quand on a voulu aller dormir après ça, tout le monde était déjà dans un tel état qu'il lâchait des petits cris nerveux au moindre bruissement. Quelques mecs sont partis en direction de la lisière de la forêt pour faire leurs besoins à l'écart de tous. J'étais en train de m'engouffrer dans la tente quand ils sont revenus en courant, les yeux écarquillés et tout ébouriffé. D'après ce qu'ils ont raconté, voilà ce qui s'était passé.
En s'approchant de la forêt, ils ont soudainement remarqué qu'un mec se planquait derrière un arbre en balançant des regards furtifs depuis sa cachette. Dans la pénombre, ils n'avaient pas pu distinguer clairement son visage, mais ils avaient supposé que l'un de nos gars avait décidé de les effrayer après nos petites histoires au coin du feu. Ils ont commencé à lui crier « Mec, sors de là, on t'a cramé !» Le type s'est de nouveau planqué derrière l'arbre et a recommencé à jeter des coups d'œil de l'autre côté. Il a répété son manège plusieurs fois avant que les gars ne remarquent à chaque fois le visage s'élever de plus en plus haut derrière le tronc. Il s'est vite retrouvé à planer à 4 ou 5 mètres du sol, et il n'y avait sur l'arbre aucune branche sur laquelle il aurait été possible de s'appuyer avant la cime. Alors les gars ont bien sûr flippé et sont revenus vers nous en courant. On n'a pas cru nos camarades de classe effrayés tout de suite. Qui sait, peut-être qu'ils avaient décidé de se payer notre tête. Du coup, on est tous allés inspecter l'arbre. Personne ne s'est approché trop près de la lisière, mais tout le monde a bien vu la tache blanche qui planait derrière le tronc d'arbre. Et la tache se déplaçait effectivement, tantôt en montant de plus en plus haut, tantôt en descendant presque jusqu'au sol. Les filles ont commencé à pleurer de peur. Les enseignants nous ont dit de vite monter dans les voitures et on s'est carapaté pour passer la nuit en ville. Yakoutie, compte 5. Keryak. À propos, malgré la quantité d'esprits en tout genre dans la nature, il n'existe aucun concept pouvant se rapprocher de celui du Liechi dans les croyances yakoutes. En russe, le terme est un adjectif voulant simplement dire sylvain. Il y a Bayana, l'esprit protecteur de la chasse, et l'on raconte qu'il est possible de le rencontrer en forêt. Il y a une tonne de légendes à ce sujet. Mais sa description ne correspond pas vraiment à celle du Liechi, et il possède un rang plus élevé. Le mot sylvain, Tataagi, était utilisé en Yakoutie pour parler des ours. Il est possible que le concept du Liechi ne soit tout simplement pas utile à leur mythologie, étant donné que tous les endroits, chaque recoin de la forêt, la moindre montagne, le moindre étang, tout possède un esprit protecteur correspondant. Il faut préciser qu'ils ont par essence un sale caractère, et qu'ils peuvent sévèrement punir le voyageur qui ne respecte pas les règles de l'endroit où il se trouve, parfois même physiquement. Il est par exemple strictement interdit en Yakoutie de prononcer à voix haute le nom d'un endroit inhabité si l'on s'y trouve pour la première fois. On dit qu'il s'agit d'une grave insulte envers l'esprit protecteur de ce lieu. Vous trouvez sans doute ça drôle. Mais quand j'étais petit, mes parents ont bien failli m'en coller une bonne pendant un trajet, car je n'arrêtais pas de lire les panneaux de signalisation portant le nom d'un endroit. Même de nos jours, il s'agit d'une règle d'or. Si vous l'enfreignez, tout le monde vous regardera bizarrement. Je me serais d'ailleurs sans doute moi-même regardé bizarrement. C'est une chose que de se moquer des campagnards un peu idiots, assis bien confortablement dans son appartement. C'en est une autre lorsqu'on est à 300 km de toute civilisation, dans le fin fond d'une forêt infernale, et que tout peut arriver. Enfin, voilà. Bref, les prochaines histoires qui seront publiées auront trait à des cas de transgression de règles de ce jour. Lorsque l'on se rend sur un lieu considéré comme particulièrement sain en Yakoutie, les routes sont bordées d'arbres auxquels sont accrochés d'innombrables petits objets brillants, sans valeur. Des pièces de monnaie, et même des billets. On en trouve beaucoup sur les routes. J'en ai moi-même vu 5 au cours de ma vie. On les appelle les Keryaks, les arbres sacrés. Si l'on veut qu'aucune force inconnue ne s'en prenne à nous lorsque l'on traverse ce genre d'endroit, il faut payer la taxe et laisser sur l'arbre un petit objet brillant, une pièce ou un billet. En soi, cette règle n'est plus tellement suivie de nos jours. Même si l'on ne laisse rien, l'absence de paiement n'entraîne aucune conséquence. En revanche, si l'on abîme l'arbre, ou pire, si l'on vole quelques cadeaux, c'est la fin. Il n'y a plus qu'à s'attendre au déchaînement des forces de ce lieu. La première histoire se déroule vers la fin de la période soviétique, probablement dans les années 80. Un certain patron du centre du rayon, appelons-le Nikolai, était parti en visite dans un rayon voisin à bord d'une Gaz de fonction avec son chauffeur que nous appellerons Ivan. Une Gaz, c'est une autre marque de voiture, connue notamment pour ses tout-terrains ressemblant beaucoup au modèle que la marque fournit à l'armée. C'était l'hiver, ils avaient roulé pendant longtemps, et la nuit était tombée avant qu'ils n'atteignent la ville. Ils avaient profité d'être arrivés dans une clairière pour sortir se dégourdir les jambes et y avaient trouvé un de ces fameux arbres. Ils savaient bien évidemment de quoi il s'agissait. Mais ils ne se sont pas pliés à la coutume et, pour une raison qui m'échappe, le conducteur a décidé de faire la petite commission sur les racines de l'arbre. Puis, ils sont retournés à la voiture et ont poursuivi leur chemin en bavardant de tout et de rien, entourés par les ténèbres au point que la route enneigée n'était visible que dans le cercle de lumière que formaient les phares. Soudain, le chauffeur s'est aperçu que le bruit provenant du moteur de la Gaz avait brutalement changé et qu'elle commençait à perdre de la vitesse. Il a enfoncé l'accélérateur, le moteur a rugi, mais le véhicule arrivait malgré tout à peine à se traîner.
C'est à ce moment que Nikolai lui a demandé ce qui s'était mis à dégager une odeur de charogne dans la cabine. Ivan a haussé les épaules, puis plus tard a jeté un œil derrière lui pour s'apercevoir qu'au milieu de la banquette arrière se trouvait un yakout décharné, vêtu d'une vieille fourrure en lambeaux et qui le regardait d'un air mauvais. La terreur a figé Ivan qui s'est rappelé ce qu'il avait fait près de l'arbre, puis il a recommencé à regarder droit devant lui, vers la route. Pendant ce bref instant, il avait continué à conduire tout droit, comme s'il avait été en pilote automatique. Son patron lui a demandé quel était le problème, mais il a seulement fait un signe de la tête vers l'arrière, ne pouvant plus articuler le moindre mot. Nikolai s'est retourné et s'est tu. La planteur s'est accentuée. La voiture se traînait comme une tortue, comme si le passager de la banquette arrière pesait plusieurs centaines de kilos. Les deux hommes étaient pâles comme des linges, mais ils ne voulaient surtout pas arrêter la voiture au milieu d'une clairière abandonnée. Ils ont poursuivi leur chemin un moment comme ça. Puis, le chauffeur a lancé un regard dans le rétroviseur, mais il n'y a rien vu. Il n'y avait que le siège arrière. Cependant, il n'a pu s'empêcher de se retourner. L'odeur lui emplissant les narines étant si forte qu'il lui aurait semblé que le passager arrière était mort et avait été laissé là pendant 2 semaines. Il a de nouveau senti sur lui le regard acéré des yeux enfoncés. La peur montait en lui alors qu'il se remettait à regarder la route, abandonnant l'idée de se retourner encore une fois. Le chemin s'est poursuivi ainsi pendant 1 heure avant qu'il n'arrive au premier endroit habité. Alors que les lumières des maisons se rapprochaient, le conducteur a senti que la voiture commençait à avancer plus facilement. Rassemblant son courage, il s'est alors retourné pour retrouver une banquette vide. Ivan a laissé échapper un soupir de soulagement, donné un coup de coude à son chef et les deux se sont détendus. Mais la puanteur n'a pas immédiatement disparu. Il a même fallu ouvrir les fenêtres pour qu'elle diminue plus rapidement. Plus tard, ils se sont longuement lamentés sur le fait qu'il faille désormais respecter les traditions pour ne plus jamais revivre une telle horreur. Ah, la Yakoutie. Une bien belle région, si tant est que l'on a le cœur accroché et qu'on soit capable de courir aussi vite qu'un sprinter olympique, bien sûr. Car la beauté de ces paysages vastes s'opposant à la rareté de ses habitants n'a pas d'égal pour provoquer la peur et déclencher des sueurs froides aux plus téméraires des aventuriers. Et ce ne sont pas les créatures qui mentent, comme vous avez pu le constater à travers ces 3 histoires. L'homme sans tête nous a montré que certaines d'entre elles se passent de logique quant à leur cible visée. Difficile de savoir ce qui a poussé ce corps autonome à s'en prendre à ce brave père de famille et cet médecin sur la route qu'ils ont empruntée pour sauver ce jeune garçon. Sans doute ont-ils négligé de se renseigner s'ils avaient le droit de passer par là, sans prendre en compte qu'ils traversaient le territoire interdit de cette entité revancharde. Le cœur du jeune garçon n'a pas su résister à l'angoisse de la présence de son poursuivant. Et que dire des jeunes protagonistes du visage derrière les arbres qui seront marqués à jamais de l'étrange rencontre qui les a mis face à face. Un terme un peu plus adéquat pour imager ce qu'ils ont subi avec ce qu'on pourrait supposer comme un parfait complément de l'histoire précédente. Peut-être que l'homme sans tête et le visage sans corps ne font partie que d'une seule et même créature à l'origine, séparées sans qu'on en sache la raison. Qui sait ? Quant aux 2 hommes de Kariak, ils ont appris à leurs dépens que souiller des territoires protégés par des forces se réclamant être des défenseurs des traditions yakoutes et de la nature en général, j'ai comme dans l'idée qu'ils ne sont pas prêts de renouveler l'expérience d'aller à l'encontre de la prudence. La prochaine fois, je pense vraiment qu'ils attendront d'arriver à une station pourvue de toilettes plutôt que de se soulager dans la nature, quitte à souffrir le martyre devant leur envie pressante. Ça sera toujours moins stressant que d'avoir pour passager yakout leur ayant fait savoir son mécontentement sur leur acte irrespectueux. Espérons pour eux qu'ils sont parvenus à désinfecter leur véhicule qui gardera sans doute pendant longtemps un souvenir de leur erreur. Mais il est temps de vous laisser et de vous dire à très bientôt pour de nouvelles histoires de cette région pleine de mystères qu'est la Yakoutie au sein de l'autre monde.